Salut mes chers élèves de la première année collégiale, parcours international, option français, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue dans cette séance dans laquelle on va aborder le premier chapitre qui est l'exploration ou bien l'observation des milieux naturels. Unité, les relations entre les êtres vivants et leur interaction avec leur milieu de vie. Mes chers élèves, vous savez bien que les principales relations qui relient les êtres vivants dans le milieu naturel sont les relations alimentaires, c'est-à-dire que les animaux sont mangés l'un par l'autre. Et vous savez bien que le milieu naturel apporte, lui, tous les besoins de vie pour les êtres vivants, comme l'eau, la nourriture, l'eau d'oxygène, la lumière, l'abri, etc. Très bien. Donc, introduction, les relations alimentaires sont les principales relations entre les êtres vivants dans un milieu naturel. Alors que le milieu naturel, lui, il apporte les besoins nécessaires pour la survie des êtres vivants qui le peuplent, comme le dioxygène, l'eau, la nourriture, la lumière, l'abri, etc. Alors mes chers élèves, pour étudier ces relations et ces interactions entre les êtres vivants dans le milieu naturel, on réalise l'exploration ou bien l'observation d'un milieu naturel. C'est le premier chapitre de cette unité, l'observation d'un milieu naturel. Très bien. Tout d'abord, on va définir c'est quoi le milieu naturel en comparant ces deux paysages. Alors le premier paysage, est-ce que c'est un milieu naturel? Vous allez répondre sans doute, ce n'est pas un milieu naturel car il a été modifié, aménagé, modélé par l'homme. Alors que l'autre milieu, il s'agit d'un milieu naturel dans lequel, ou bien lequel, qui n'a pas subi des influences humaines. Donc le milieu naturel, c'est un milieu qui n'a pas été modelé ou bien modifié par l'homme. Très bien. On va voir quelques exemples des milieux naturels. Mes chers élèves, la forêt, c'est un milieu naturel. Un lac, c'est un milieu naturel. Une rivière, c'est un milieu naturel. Le désert, lui aussi, est un milieu naturel. Très bien. Donc, comme récapitulation, ou bien comme situation de départ, le milieu naturel est un endroit non modifié par les influences humaines. Comme exemple, les forêts, les lacs, les rivières, les déserts sont des milieux naturels. Alors, on va étudier tout d'abord quels sont les composants ou bien les constituants du milieu naturel. Mes chers élèves, vous savez bien, pour découvrir les constituants et observer les constituants d'un milieu naturel, on doit réaliser des sorties ou bien des visites au milieu naturel. Ces visites dont l'objectif est de déterminer les constituants d'un milieu naturel et de chercher les relations entre les êtres vivants, s'appelle une sortie écologique. Dans cette sortie écologique, on utilise des outils et des méthodes spécifiques pour découvrir le milieu naturel. Donc, pour découvrir les constituants des milieux naturels et découvrir les relations entre ces constituants, on réalise des sorties écologiques et on utilise des outils et des méthodes spécifiques pour ce type de sortie. Très bien. Et maintenant, dans ce deuxième paragraphe, on va découvrir quels sont les outils nécessaires pour la sortie écologique. Mes chers élèves, pour réussir une sortie écologique, on doit localiser le milieu naturel en utilisant soit des logiciels numériques, soit en utilisant des cartes pour localiser le milieu naturel, et on utilise aussi
la boussole pour déterminer les directions. On utilise l'appareil photo pour documenter et photographier les paysages et les animaux. On utilise un filet, des pièges pour capturer les petits animaux comme les insectes, les poissons, les grenouilles. On utilise des jumelles pour observer de loin les animaux ou bien les paysages naturels. On utilise une pelle pour creuser et prendre des échantillons du sol par exemple. On utilise une loupe à main pour observer les êtres vivants minuscules. On utilise un bloc-notes pour noter les observations et les questions. On utilise des flacons pour ramasser les êtres vivants qu'on a capturés. Tout ça constitue les outils de la sortie écologique. Très bien. Il y a d'autres outils qui s'appellent les outils de mesure. Ils servent à mesurer les conditions du milieu naturel, comme le thermomètre qui sert à mesurer la température du milieu naturel, le luximètre qui sert à mesurer l'intensité de la lumière dans le milieu naturel, l'hydromètre qui sert à mesurer l'humidité du milieu naturel, l'oxymètre qui sert à mesurer le pourcentage ou bien le taux de dioxygène dans le milieu naturel. Très bien. Donc, dans ce tableau, on récapitule les principaux outils qu'on utilise pour explorer le milieu naturel. Une carte pour localiser le milieu naturel à observer. La boussole pour déterminer les directions. Les jumelles pour observer les paysages du loin. Un filet, des pièges pour capturer les insectes, les poissons et des petits animaux. Une pelle pour fouiller et prendre des échantillons du sol par exemple. Des flacons pour amener les échantillons des animaux qu'on a capturés. Un appareil photo pour prendre des photos des paysages. Un thermomètre pour mesurer la température du milieu. Un oxymètre pour mesurer le taux de dioxygène dans le milieu naturel. Très bien. Et maintenant, on passe au troisième paragraphe dans lequel on va découvrir quels sont les constituants vivants du milieu naturel. Mes chers élèves, vous savez bien que les principaux constituants du milieu naturel du point de vue nombre sont les plantes, c'est-à-dire les arbres, les arbustes et les herbes. Et dans le milieu naturel, il y a aussi des animaux. Donc, le milieu naturel est peuplé par plusieurs espèces des êtres vivants qui sont les plantes, on les appelle aussi la flore, et les animaux, on les appelle aussi la faune. Très bien. Et maintenant, dans ce paragraphe, on va découvrir comment on reconnaît ou bien on nomme les espèces des plantes. Comme on a avancé dans le paysage, dans cette forêt par exemple, les plantes sont de trois types, les arbres, les arbustes et les herbes. Alors pour reconnaître les espèces des végétaux et des plantes de milieu naturel, on prend des échantillons des plantes du milieu naturel. De chaque espèce, on prend un échantillon. Des arbres, on prend des feuilles et des fleurs. Des herbes, on prend un échantillon tout entier, c'est-à-dire avec les racines, la tige, les feuilles et les fleurs s'il en existe. On amène ces échantillons au laboratoire. Au laboratoire, par exemple, ici, on a amené 3 échantillons des plantes recueillies du milieu naturel. Si on laisse ces échantillons sur la paillasse, sûrement ils vont sécher, ils vont s'écraser. Donc pour les faire aplatir et sécher, on les place dans un appareil qui s'appelle presse à plantes. Avec des vieilles journaux, on place ces échantillons entre les journaux, puis on presse ces
échantillons pendant plusieurs jours. Et puis, on lève ces échantillons sèches et aplatis, on les colle sur du papier cartonné. On demande et on cherche le nom vulgaire, le nom scientifique, puis le lieu de récolte de ces échantillons, la date, et même on réalise une exposition pour le public scolaire pour qu'il reconnaisse les espèces des plantes dans le milieu qu'on a visité. Ces échantillons collés sur du papier cartonné s'appellent un herbier. Donc, comme récapitulation, pour reconnaître les espèces, les noms des espèces des plantes du milieu naturel, on réalise ce qu'on appelle un herbier. Très bien. Donc, en conclusion, pour citer les espèces des plantes qui peuplent le milieu naturel, on réalise un herbier avec un presse à plantes. Très bien. Et maintenant, on passe à découvrir comment on reconnaît les espèces des animaux. Mes chers élèves, on peut observer de loin les animaux comme les oiseaux. On peut capturer les insectes avec les filets. On peut aspirer les petits insectes des fleurs avec l'aspirateur. Et puis, on peut capturer les insectes rampants avec les pièges. Il s'agit là d'une observation directe car on observe directement les animaux. Très bien. Donc, on observe directement les animaux à l'œil nu ou avec les jumelles, avec des loupes à main, ou bien on les capture avec des filets et des pièges. Très bien. Alors, mes chers élèves, il y a une autre observation, c'est que lorsqu'on découvre les traces des animaux, comme par exemple les cavernes des rongeurs, on conclut que dans son paysage vivent les rongeurs. Puis, lorsqu'on découvre les déchets des animaux, on peut reconnaître l'espèce de l'animal qui vit dans ce milieu naturel. Puis, lorsqu'on découvre les empreintes des pattes des animaux, on peut déduire l'existence de ces espèces. Puis, lorsqu'on découvre par exemple les nids, les œufs des oiseaux, on peut déduire l'existence de ces oiseaux dans ce milieu naturel. Et même lorsqu'on entend les voix des animaux, on peut déduire l'existence de ces animaux. De ces observations, ou bien ces déductions, on les appelle une observation indirecte. Très bien. Donc, on peut déduire l'existence de quelques animaux indirectement sans les voir lorsqu'on découvre leurs traces dans le milieu naturel, leurs empreintes, des pattes, les excréments, les nids des oiseaux, les cavernes des rongeurs, ou bien lorsqu'on entend leur voix. Très bien. Et maintenant, dans cette activité, on voit que les animaux, ou bien les animaux dans le milieu naturel sont très diversifiés. Les milieux naturels sont de deux types, les milieux aériens, les milieux marins, les milieux équatoriaux, le milieu glacier. Donc, on nous demande dans cet exercice de ramener chaque animal dans son milieu de vie. La raie, c'est son milieu de vie marin. Le méduse, milieu marin. Un requin, milieu marin. Un lion, c'est une forêt équatoriale. Le rhinocéros, dans la forêt équatoriale. L'écureuil, dans une forêt. Très bien. L'outre, dans les paysages glaciers. Un oiseau forestier. Et puis une gazelle dans le milieu, dans les savanes, c'est-à-dire une forêt peu dense. L'hippopotame, un milieu marin. Le poisson, milieu marin. L'ours, dans milieu glacier. Escargot, milieu forestier. L'étoile de mer, milieu marin. Et puis une zèbre dans le milieu forêt équatoriale. L'otarie
dans le milieu glaciaire. L'éléphant dans le milieu équatorial. Le loup, un milieu forestier. La gazelle dans le milieu forestier. Très bien. L'otarie dans le milieu glaciaire. Milieu forestier. La tortue de mer, milieu marin. Et puis une sèche dans le milieu marin. Et milieu forestier. Milieu glaciaire. Milieu glaciaire, très bien. Très bien. Et maintenant, on passe à une autre activité. On va découvrir comment conserver dans le laboratoire les animaux capturés. On peut réaliser une collection d'insectes. On peut aussi conserver les animaux capturés dans de l'alcool, comme momification. Très bien. On peut momifier les animaux, mammifères surtout, et les oiseaux tout entiers avec de l'alcool. Très bien. On peut élever les animaux aquatiques dans les aquariums ou bien dans les cages. Donc, comme récapitulation, on conserve les animaux qu'on a capturés du milieu naturel, on réalise une collection d'insectes, on conserve les cadavres des animaux dans l'alcool, on élève les animaux aquatiques dans des aquariums et les animaux terrestres dans des cages. Très bien. Et maintenant, dans le paragraphe D, on va découvrir comment on extrait la microfaune du sol. Mes chers élèves, vous savez bien que dans le sol vivent des êtres vivants minuscules qu'on appelle la microfaune du sol. Pour faire sortir et extraire la microfaune du sol, on utilise ce qu'on appelle l'appareil de Berlez. Cet appareil est constitué par un entonnoir, un support, puis un bécher qui contient de l'alcool et une lampe. On prend un échantillon du sol, la litière du sol. On la place dans l'entonnoir. Puis, on allume la lampe. Après quelques heures, les êtres vivants minuscules fuient la lumière et tombent dans l'alcool et meurent. On constate que dans le sol vivent divers types des êtres vivants minuscules, comme les acariens, les vers, les araignées, etc. Très bien. Donc, pour extraire les êtres vivants minuscules ou bien la microfaune du sol, on utilise l'appareil de Berlez. Très bien. Et maintenant, on va aborder dans ce troisième paragraphe quels sont les constituants non vivants dans le milieu naturel. Mes chers élèves, observons cette animation dans laquelle on a schématisé seulement les constituants non vivants du milieu naturel. On constate que dans le milieu naturel, il y a l'air, puis l'eau, le sol. On les appelle des constituants non vivants. Sur ces constituants non vivants, vivent ou bien peuplent des êtres vivants, comme on va voir. Donc, les êtres vivants peuplent sur les constituants non vivants. Très bien. Donc, les constituants non vivants ou bien les constituants physiques du milieu naturel sont les roches, l'eau et l'air. En somme, le milieu naturel est constitué par les constituants vivants, c'est-à-dire les êtres vivants, et les constituants non vivants, c'est-à-dire les constituants physiques. Très bien. Et maintenant, mes chers élèves, on va aborder ce quatrième paragraphe dans lequel on va observer les micro-organismes. C'est-à-dire que les animaux, les êtres vivants qu'on a vus auparavant, sont des êtres vivants qui sont observables à l'œil nu. Vous savez bien qu'il existe d'autres êtres vivants qui ne sont pas observables à l'œil nu. Ce sont les micro-organismes.
Donc, on va commencer à voir comment on réalise une observation microscopique. Vous savez bien que les matériels optiques, comme la loupe, ça sert pour observer par exemple la microfaune du sol. La loupe binoculaire sert à observer aussi la microfaune du sol. Mais le microscope, elle sert à réaliser des observations microscopiques. Elle agrandit plus des centaines de fois plus que la loupe à main et la loupe binoculaire. Très bien. En effet, le microscope photonique est constitué par une oculaire, puis un tube optique, puis des objectifs, les voilà, puis la platine, puis le diaphragme, puis une source lumineuse comme un mémoire, puis le socle du microscope, la potence, la vis micrométrique, la crémaillère. Très bien. Alors pour réaliser une préparation microscopique, on utilise les outils suivants. On utilise une lame de verre. On utilise une lamelle de verre aussi. On utilise un colorant vital comme le rouge neutre ou bien le bleu de méthylène. On utilise une pipette, on utilise des pinces, on utilise un rasoir. On va voir comment on réalise une préparation microscopique avec ces outils. Très bien. Donc pour réaliser une préparation microscopique avec cette plante-là, c'est-à-dire on va l'observer au microscope, on coupe un échantillon très mince de cette plante. On place cet échantillon sur la lame de verre. Et puis, on lui ajoute un colorant, par exemple le bleu de méthylène. Et puis, on couvre le tout avec une lamelle. On obtient une préparation microscopique. Donc, une préparation microscopique est constituée d'une lame sur laquelle on pose un échantillon mince de la chose à observer, qu'on a coloré avec des colorants vitaux, comme par exemple le bleu de méthylène, et on la couvre avec une lamelle. Très bien. Donc, comme récapitulation, on observe les micro-organismes avec le microscope. Généralement, le microscope photonique. Ce microscope, il agrandit des centaines de fois plus que la loupe à main et la loupe binoculaire. Ces dernières servent à observer la microfaune du sol, par exemple. Et pour faire une observation microscopique, on doit réaliser une préparation microscopique avec un échantillon mince de la chose à observer, une lame et une lamelle de verre, des colorants comme le rouge neutre et le bleu de méthylène. Très bien. Et maintenant, on va observer une goutte d'eau d'un lac pour découvrir les êtres vivants microscopiques. On prépare ce qu'on appelle une infusion au laboratoire. Cette infusion semble à l'eau des lacs qui existent dans la nature. Pour préparer cette infusion, on utilise des herbes sèches, un cristallisoire et de l'eau. On place l'herbe sèche dans le cristallisoire. Et puis, on lui ajoute de l'eau. Après plusieurs jours, les herbes se désagrèguent, le liquide se trouble, il devient une infusion. Lorsqu'on prend une goutte d'eau de la surface de cette infusion, qu'on place sur une lame et on couvre avec une lamelle, c'est-à-dire on fait une préparation microscopique avec cette infusion, qu'on observe au microscope, on découvre, observez bien, des êtres vivants, microscopiques, mobiles. Chaque être vivant est constitué d'une membrane, d'un noyau et ce qu'on appelle du cytoplasme. C'est une cellule unique. Ces êtres vivants sont appelés des paramécies.
Ces êtres vivants sont des êtres vivants unicellulaires. Très bien. Donc, comme schéma d'une paramécie, la paramécie est constituée par des cils qui lui permettent de se déplacer dans l'eau, une membrane plasmique, du cytoplasme, un noyau, puis d'un péristome qui lui permet de se nourrir, puis une vacuole. Très bien. Donc, comme récapitulation, lorsqu'on observe une goutte d'eau dans le lac au microscope, on découvre des êtres vivants microscopiques, mobiles, constitués par une seule cellule. Ce sont des paramécies. Les paramécies sont des êtres vivants unicellulaires donc. Et maintenant, on va observer et découvrir les cellules animales en réalisant la manipulation suivante. On gratte, dans cette manipulation, on utilise un colorant bleu de méthylène, on utilise lame et lamelle, on utilise un microscope, de l'eau, et puis notre ongle pour gratter la face interne du joug. On gratte la face interne du joug, puis on pose ce contenu sur la lame de verre. Et puis on lui ajoute du bleu de méthylène et de l'eau. Puis on couvre le tout avec une lamelle de verre. On obtient une préparation microscopique. Puis on observe cette préparation microscopique au microscope photonique. On observe des unités arrondies qui sont colorées par le bleu de méthylène et qui sont formées aussi d'une tache qui s'appelle le noyau, puis d'une membrane et du cytoplasme. Ce sont des cellules animales. Très bien. Le schéma d'une cellule animale typique est constitué par une membrane cytoplasmique, le noyau et le cytoplasme. Très bien. Donc, comme récapitulation, le corps humain et celui aussi des animaux est constitué par plusieurs cellules. Ces cellules sont appelées cellules animales. Ce sont des êtres vivants pluricellulaires. Les cellules animales sont de forme sphérique ou bien arrondie et vivantes, formées par un noyau aussi du cytoplasme et une membrane cytoplasmique. Très bien. Et maintenant, on va découvrir ce qu'on appelle les cellules végétales en réalisant la manipulation suivante. Dans cette manipulation, on utilise l'écaille d'oignon, une pince, le bleu de méthylène, de l'eau, une lame, une lamelle, une pipette et un microscope. On prend un échantillon de l'écaille d'oignon. On le place sur la lame de verre, puis on lui ajoute le bleu de méthylène, de l'eau, puis on couvre le tout avec la lamelle de verre. On obtient une préparation microscopique avec l'écaille d'oignon. Et puis, on observe cette préparation au microscope photonique. On observe, regardez, des unités qui sont allongées, qui contient aussi, chaque unité contient un noyau du cytoplasme et une paroi très rigide. Il s'agit des cellules végétales. Très bien. Donc, comme récapitulation, les plantes sont eux aussi constituées par plusieurs cellules végétales. Chaque cellule végétale est vivante, elle a une forme allongée et elle est formée par une paroi rigide, une membrane cytoplasmique, des cytoplasmes et un noyau. Donc, comme conclusion, on va définir c'est quoi une cellule. En effet, la cellule, c'est la plus petite unité vivante qui constitue tous les êtres vivants. Un groupe de cellules semblables forme un tissu. Des tissus forment un organe. Un groupe d'organes annexés constitue un appareil. Très bien. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Labo des SVT
J'attends vos observations, vos remarques pour améliorer ces productions pédagogiques. Pour télécharger les animations utilisées dans cette séance, visitez le lien en dessous de la vidéo dans la description. Au revoir.